Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je vous emmène pour un épisode qui décoiffe. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Louise Aubéry. Mais avant qu'on parle de Louise, avant que je vous dévoile tous les vastes sujets vraiment passionnants qu'on a abordés ensemble, il faut quand même que je vous donne un petit service. Et oui, c'est de vous abonner à cette chaîne. Pourquoi ça? Tout simplement parce que plus j'ai d'abonnés sur cette chaîne, plus je vais réussir à démarcher des personnalités aussi inspirantes que Louise. Donc ça compte vraiment. Et puis en plus, ce qui est pas bête, ça me fait quand même très plaisir aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Mais pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à Louise, qui est cette fameuse Louise Aubéry? Vous la connaissez peut-être sous un autre nom, My Better Self. C'est son nom de scène, si je puis dire, son pseudo sur YouTube, sur Instagram. Une vraie personnalité publique, une des femmes qui, je trouve, pour son âge, a le plus d'impact et le plus engagé pour une jeune génération. Louise Aubéry, c'est une personne qui aime la déconstruction, en fait, de la culture telle qu'elle existe depuis des générations. Le culte de l'homme, le culte de l'image, le culte de la beauté. Bref, en fait, elle va vraiment aller au fond des choses pour battre en brèche des idées reçues tout en étant extrêmement engagée. Du coup, dans cet épisode, on a évidemment parlé de tous ces sujets qu'elle aborde d'ailleurs dans son nouveau livre, Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment, un livre que je vous invite d'ailleurs à découvrir le plus rapidement possible parce qu'il vaut vraiment la peine. On a aussi parlé de son processus d'écriture, de non-jugement, du fait d'arrêter de se comparer, des injonctions de la société, du fait de ne pas forcément se sentir bien dans sa propre famille et du tabou qui peut avoir lieu à ce sujet. Bref, vraiment des sujets profonds, intéressants, d'une grande sagesse. Et j'espère que cet épisode vous plaira tout autant qu'il m'a plu à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Louise Aubéry. Salut Louise. Salut Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. On a plein de sujets à aborder. Oui, je crois. Je suis ravie d'être là. Ça fait déjà un moment qu'on parle. Écoute, j'ai réfléchi évidemment à cette intro et qu'est-ce qu'on allait aborder comme premier sujet. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui t'admirent énormément parce que tu as énormément d'aisance à l'oral. J'imagine que tu t'en rends compte. En tout cas, moi, j'ai cette impression. Et du coup, je voulais te parler de cette fameuse prise de parole publique qui a dû être sacrément stressante. Quand c'était, je crois, en septembre 2021, c'est ça. Tu as parlé à l'événement, tu sais, du Global Citizen, qui était quand même devant des centaines de milliers de personnes. Enfin, écoute, je sais pas. En fait, je crois qu'il y avait que, entre guillemets, 30 000 personnes au Champ de Mars. Et après, c'était rediffusé partout dans le monde. Donc, voilà, légèrement stressant. Donc, en gros, ma question, c'est comment est-ce qu'on se prépare à quelque chose comme ça, premièrement? Et deuxièmement, quelles étaient tes émotions au moment où tu l'as fait? Parce que ça devait être incroyable. Écoute, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas particulièrement conscience de mon aisance à l'oral. Enfin, en fait, quand on est comme on est, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas de comparaison. C'est-à-dire, j'ai pas... Enfin, tu vois, je ne reviens pas de loin à ce sujet-là. Je pense que j'arrive bien à parler des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent. Parce que par exemple, en small talk, c'est une catastrophe. Moi, tu vois, je préfère quitter la salle. je ne suis pas douée là-dedans. Mais écoute, pour le Global Citizen, je n'ai même pas tant stressé que ça parce que déjà, tu te rends pas compte de comment ça va être. Je l'avais jamais fait vraiment. Et c'est vrai que tu vois, ce qui aide... Alors, encore une fois, c'est un sujet qui me parlait. C'était un texte assez court, donc je l'ai appris par cœur. Et le fait que il y avait des écrans. En fait, je regardais les écrans pour pas regarder les gens. Et c'est un peu un conseil que j'avais entendu une fois, les gens qui montent sur scène. Soit tu regardes une personne et tu oublies les autres, soit tu regardes au-dessus et du coup, tu ne vois pas les gens. Et c'est vrai qu'un peu faire comme si les personnes n'étaient pas là. Il y a un côté où tu te ramènes à toi, à ce que tu as envie de dire. Et j'essaye en tout cas de l'appliquer, mais souvent je répète, tu vois, à mes proches qui stressent, le stress, ça se choisit. Donc parfois ça fait un peu, tu vois, c'est pas vrai dans toutes les circonstances, mais en fait je me dis un peu, pourquoi tu t'imposerais ce stress? Et en fait quand je rationalise, j'arrive un peu à me dire, en vrai, ça ne te sert pas, je préfère privilégier ce qui est utile, donc j'arrive à le mettre de côté. C'est un peu la méthode Coué, tu vois, mais c'est vrai que ça m'aide de manière générale et vraiment me concentrer sur ce que j'ai envie d'apporter. Ouais, je comprends. Alors du coup, sur le moment, tu vois, tu as réussi à faire abstraction de ce stress et à pas trop regarder la population. Ouais. Mais t'étais quoi? T'étais émotionnelle? Tu t'es rendu compte, en fait, au-delà de la masse, tu vois, de gens, de la portée, de l'impact que tu pouvais avoir? Pas tellement.
Pas tellement et en fait, c'est vrai que de l'extérieur, tu vois, je me rends compte que ça peut paraître impressionnant, mais c'est vrai que quand c'est toi, t'es juste là, t'as juste envie de bien faire. Limite, moi, le seul truc que je me disais, c'est waouh, attends, c'est un peu dingue, je passe après les Black Eyed Peas, genre, il y a peut-être un truc quand même. Mais, mais non, en fait, c'est vrai que je suis pas. Enfin, je pense qu'il y a des gens très émotifs. C'est vrai que c'est pas mon cas. Et donc j'arrivais à être assez sereine. Il y avait ma cousine qui était là juste avant que j'entre dans les coulisses. Limite, elle était beaucoup plus surexcitée que moi, tu vois. Donc, en fait, c'est vrai que j'arrive, je pense, à faire le calme quand la situation le nécessite. Et c'est vrai que, par exemple, quand je préparais mon oral de Sciences Po, là, par contre, j'avais super peur de stresser. J'avais beaucoup plus de stress. Vraiment, j'avais l'impression que ma vie se jouait. Je t'ai entendu parler, toi, de ton oral à l'ENA, tu vois, mais avant, tu as un peu l'impression que ta vie va se jouer là-dessus. Et c'est vrai que de manière assez surprenante, j'ai réussi, tu vois, juste avant d'entrer, à me dire: «Bon, de toute façon, donne le meilleur, tu peux faire que ça et puis, tu pourras pas avoir de regrets». Et donc c'est vrai que maintenant, je me dis un peu ça, j'essaie d'être assez bienveillante envers moi-même, de pas mettre de pression parce qu'en vrai, c'est très subjectif tout ça, tu vois? C'est pourquoi le fait de faire, ce discours, devrait me causer une telle pression? C'est parce qu'on juge que le regard des autres est stressant, mais tout ça, ce sont des constructions sociales, qui est un peu à chaque fois mon grand sujet. Donc un peu en surrationalisant, souvent j'arrive à me dire, «En vrai, fais de ton mieux et c'est qu'est-ce qu'on peut exiger de plus, quoi?» C'est marrant parce que tout ce que tu me dis m'évoque un conseil qu'une fois on m'a donné. Je j'aime pas trop parler de moi sur le podcast, mais là, exceptionnellement, vous m'excuserez, messieurs, dames, je vais le faire. Une fois, on m'a dit, parce que je stressais aussi beaucoup, mais en fait, il faut réaliser que personne ne va se rappeler, en tout cas, Mmh. de ta performance, quoi. Ils vont se rappeler globalement de ce qui s'est passé, mais s'il y a un petit couac, un petit bloc, tu sais, c'est comme ces mariés qui sont hyper stressés parce qu'il y a tel détail qui n'a pas marché. Mmh. Bah, en fait, personne s'en rend compte, quoi. Et c'est vrai qu'on est tellement focalisé sur nous en tant que personne qu'on en oublie que le regard extérieur, ça n'a rien à voir, quoi. Et ça Carrément. m'avait pas mal aidé, ça. Ouais, c'est vrai et ça, c'est vrai que c'est assez dur à réaliser, tu vois, ne serait-ce que même sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Quand il y a un truc que, enfin, qu'il y a des polémiques ou qu'il y a beaucoup de gens qui vont commenter, tu vois? Vraiment, quand ça t'arrive, tu as l'impression que tout d'un coup, tout le monde ne pense qu'à toi, que tout le monde Mmh. te juge, que c'est l'horreur. Et c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que, bah non, en fait, c'est bon, la plupart, c'est des haters, voilà, c'est 3 minutes de leur journée, mais très certainement qu'après, ils ne restent pas là à penser qu'à toi à longueur de journée et que le monde continue son cours, quoi. Donc c'est vrai qu'arriver peut-être à être un peu moins égocentré, ça ne peut qu'aider et ça peut aider à relativiser surtout, ouais. Je voulais, enchaîner par parler, d'un des grands sujets que tu as toujours abordé et là tu l'as un petit peu évoqué, en filigrane, c'est la déconstruction de culture, la déconstruction, on va dire, d'idées reçues, Mmh. notamment sociales, notamment sur les femmes évidemment. Et je voulais comprendre, avant que tu me parles plus en détail de ta pensée là-dessus, c'est finalement comment est-ce que tu as eu je sais pas si ça a été un déclic d'ailleurs, mais comment est-ce que vraiment il t'est apparu que c'était un sujet dont tu voulais t'emparer? Parce que tu es quelqu'un, j'estime, d'engagé. Je sais pas si Ouais, tout à fait, ouais, tu ouais. te considères en tout cas comme engagé, mais d'un point de vue extérieur, tu vois, tu sembles être quelqu'un d'engagé et qui vraiment a envie, quand je dis engagé, c'est a envie que les choses changent et bougent. Et donc, je voulais savoir, en fait, finalement, qu'est-ce qui fait que d'une étudiante ou d'une jeune femme, on va dire lambda, ben, en fait, tu t'es dit non, moi, en fait, je veux passer à l'action. C'est toujours un sujet, moi, qui me plaît beaucoup, Mmh. l'action. Et comment est-ce que, voilà, comment est-ce que je le fais aussi? Écoute, c'est vrai que je pense qu'il y a pas eu de déclic particulier. Je pense que beaucoup de lectures et d'écoute de podcasts, c'est ce qui m'a déjà fait réaliser que, ce que je croyais, ce que j'étais, était quand même, beaucoup conditionné par, mon environnement, la société et cetera. Et c'est vrai que, tu vois, souvent, hein, je le dis, sur mes réseaux, mais les podcasts, je trouve que c'est une immense chance de remettre en question ce qu'on croit être possible ou non. Et je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que je pouvais faire plus que ce que je Hmm. m'imaginais, que la légitimité, pareil, c'était un jugement en fait, tu vois. C'est pas parce qu'on a fait telles études ou qu'on a accompli telle chose que on a le droit de faire, vs sinon on n'a pas le droit. Hmm. Donc ça a été un peu voilà, ce qui m'a nourrie. Et pour mon engagement sur les réseaux sociaux, écoute, je pense, j'ai toujours eu une forte personnalité, j'ai toujours été, assez révoltée par l'injustice et j'ai toujours eu conscience qu'on ne me traitait pas de la même façon que mes homologues masculins.
Ça s'est manifesté tôt dans ta vie? Ouais, assez tôt. À l'école, tu vois, déjà. Même à l'école, tu as des exemples de Ouais, fois même où... à l'école, bah, tu vois, j'en parle, j'en parle à un moment dans mon livre, un moment qui m'a particulièrement révoltée. Donc, bon, c'est vrai que j'étais assez dissipée à l'école, mais tu vois, j'étais pas la seule. Et donc, je crois que c'était en quatrième. J'étais avec un camarade. Et en fait, il y a la prof qui interroge une élève. Et en fait, c'est un sujet qu'on n'a pas vu dans le programme. Et donc, et la fille, je voyais qu'elle était toute timide, tu vois, qu'elle s'écrasait. Et donc, moi, je commence un peu à dire, non, mais madame, c'est vrai, on l'a pas vu. Et la prof, tu vois, elle commence à dire, écoutez, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux, puisque c'est comme ça, tu vois, limite, on va faire un test demain, ou alors maintenant, sortez vos feuilles, je sais plus. Et j'ai un ami qui commence à renchérir et qui commence, tu vois, à scander, genre, pas de contrôle, tu vois. Et donc, je me mets en chœur, mais avec d'autres gens. Et en fait, c'est la prof qui m'envoie, moi, chez le CPE. En mode bon allez oui c'est bon ça suffit et donc moi je commence à dire mais attendez enfin moi j'ai juste dit que c'était pas au programme genre j'ai pas à part enfin pour moi on avait le droit de dire ça mon camarade n'a absolument rien eu il ricanait tu vois mais même lui à la fin tu vois il a eu conscience que c'était pas trop normal que c'est moi qui y aille et après le CPE je me souviens il m'a dit genre non mais tu sais comment sont les garçons c'est pas pareil tu vois et moi j'étais là mais comment ça, en fait? Pourquoi un comportement dissipé ou une forte personnalité serait plus acceptable de la part d'un garçon que d'une fille? Et tu vois, j'ai vraiment commencé à me réaliser que c'est quand même pas normal. Et puis les tenues aussi, j'ai toujours réalisé, quoi. J'étais dans un collège privé et moi, quand j'avais une jupe au-dessus de nous, c'était une heure de colle. Alors que mes amis mecs, quand ils étaient en Ouais. short et qu'il faisait 40 degrés, ils n'ont jamais eu une heure de colle. Donc tu vois, c'est tout ça, sans vraiment encore l'expliciter et en avoir conscience. Je me rendais compte qu'il y avait une différence de traitement qui m'énervait. Et c'est vrai que moi, je suis pas du genre à rester à ma place, quoi. Donc après, je vais creuser et je vais dénoncer. Et il y a eu des lectures, des ouvrages, des podcasts justement qui t'ont éveillé à ce sujet? Ouais, alors à ce sujet, je conseille tous les ouvrages de Mona Chollet, notamment sur voilà, la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Je conseille Mindset de Carol Dweck, qui m'a. Alors en français, je crois que c'est Changer d'état d'esprit, Ouais. qui m'a vachement aidé parce qu'en fait, j'ai réalisé que littéralement, j'avais été éduquée avec la fixed mindset, mais genre, c'était vraiment, tu Ah vois, ouais. les questions que j'ai reçues, Ah, c'est marrant très ça. blanc et noir. Et donc, c'est vrai que ça a la vie dure, hein, parce qu'en prendre conscience ne t'aide pas à tout d'un coup avoir la growth mindset. Hein, donc, Est-ce que tu peux expliquer juste, Louise, pour les personnes qui ne connaîtraient ouais. pas le livre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, la fixed mindset, c'est en fait les personnes qui ont tendance à voir les choses comme inscrites dans le marbre, qui ont tendance à penser que tout est et ne peut pas vraiment changer. Donc, tu vois, mes parents, c'était toujours, il y a des gens intelligents, il y a des gens cons, il y a des gens comme ci, il y a des gens comme ça. Toi, Louise, t'es littéraire, Camille, ta sœur jumelle, elle est scientifique. Ça, Enfin, j'adore les labels, tu vois, sais. mais les gros labels, et vraiment, du coup, tu grandis avec cette idée. Et du coup, il y a aussi cette idée que l'échec te définit. Il y a cette idée de, bon, bah, t'as eu 10 à l'école, bah, c'est parce que t'es nul. C'est pas parce que en fait t'as peut-être pas compris quelque chose et que c'est l'opportunité pour toi d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois, ce qui est vraiment l'état d'esprit de croissance. Mais vraiment, moi quand j'ai découvert ça, j'étais là mais waouh, il y a vraiment des gens qui vont avoir une sale note et qui vont se dire assez rapidement, hein, ok, c'est pas grave, je vais faire mieux la prochaine fois. Non, moi c'était à chaque fois une remise en question de ma personne, l'impression que du coup j'étais nulle. Et c'est vrai que ça ne sert vraiment personne. Donc de lire ce livre, et puis elle prend beaucoup d'exemples de sportifs de haut niveau qui du coup sont très inspirants. Tu te dis, ah ouais, ok, en fait, Michael Jordan, bah, lui, il s'est pas arrêté à la difficulté. Et en fait, la pratique te permet vraiment de t'améliorer. Même, tu vois, nous, il y avait un côté qu'on a un peu transmis nos parents qui était de donc soit t'es intelligent soit t'es con et donc tu vois limite c'était cool pour nous de dire qu'on travaillait pas beaucoup tu vois on était là genre bah non moi j'ai pas besoin de travailler genre ce que je trouve vraiment absurde aujourd'hui parce que je vois pas pourquoi c'est une fierté juste tu te limites dans ta progression mais donc voilà c'est vrai que le conditionnement comme ça joue énormément. C'est fou parce que cet exemple de fixed mindset et growth mindset, moi je l'ai beaucoup vu, je ne sais pas si tu l'as vu dans ton podcast avec des sportifs, à quel point en fait, en général, ces personnes n'étaient pas douées initialement. Tu sais, il y a cette notion de talent, quoi. T'es quelqu'un qui est naturellement doué pour quoi que ce soit un truc. Ben, moi, j'ai parlé à Renaud Lavillenie, l'un des meilleurs perchistes au monde, enfin, qui a fait quand même battu le record du monde, etc. Il te dit, mais moi, quand j'étais petit, j'étais plutôt pas le meilleur de ma classe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devenue le meilleur, parce que du coup, j'ai dû m'accrocher, j'ai dû me battre, et en fait, j'ai dû redoubler d'efforts. Et au final, les gens qui ont trop de talent, c'est presque en fait pas bien, parce que du coup, bah, tu restes un peu comme ça dans ta zone de confort. Et ça, je trouve ça hyper rafraîchissant comme idée, en réalité. C'est vrai. Bah, je pense que quand tu es trop fort dans un domaine, tu n'as pas la fin. Parce qu'en fait, tu es déjà le meilleur, donc tu te bats contre qui, tu vois.
Et c'est vrai que je me suis toujours demandé, tu vois, les numéros 1, comment ils font pour... C'est limite pas une place que j'envie. Ouais, Parce que, en fait, tu as la pression permanente de redescendre. c'est Tu n'as clair. plus vraiment de marge de progression. Ouais. Et ouais, tu n'as pas cette rage à aller chercher, en plus, qui te permettent de te dépasser vraiment, quoi. Tu parlais à l'instant de ta famille et du fait que tes parents t'avaient donné telle ou telle éducation à toi et à ta sœur. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus de ton enfance? Parce qu'au final, je la connais pas bien et je suis pas sûre que les personnes qui nous l'écoutent la connaissent aussi. Écoute, j'ai grandi à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Et en soi, ça, c'est quand même une chance parce que c'est vrai que tu as une... je pense que dans le champ des possibles, tu arrives quand même plus, tu as plus, tu vois, de choix, de comparaison autour de toi, de modèles. Enfin, en tout cas, je regrette pas d'avoir grandi à Paris. Et concernant ma famille, bah, c'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours remis en question l'éducation de mes parents, qui, voilà, je me rends compte aujourd'hui, ont fait de leur mieux, mais que ça ne m'a pas servi, tu vois. C'est vrai que quand j'ai commencé à réaliser que, tu vois, il y a des personnes qui disaient, je sais pas, ça doit être dans des podcasts, j'ai entendu ça, ou même autour de moi, mes parents m'ont transmis ça, ça et ça. En fait, moi, je ne savais pas quoi dire. Et là, je me suis dit, merde, enfin, vraiment, je ne savais pas expliquer quelles valeurs ils m'ont transmis. Et donc, j'ai vraiment vécu toute une période de enfin, dégoût, de vraiment, comparaison. Pourquoi j'ai pas eu des parents comme ça? Et tu vois, vraiment une difficulté à accepter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle pas tant que ça parce qu'il y a un côté où tu pas vraiment le droit de dire que tu as eu une enfance entre guillemets «difficile» si tu as manqué de rien. Et j'ai manqué de rien, tu vois? J'étais dans une famille, aisée et voilà, je les remercie aussi pour, le confort qu'ils nous ont apporté, mais l'amour, ça s'achète pas, quoi. Donc c'est vrai que nous, il y avait, à la fois un manque d'amour, un manque de savoir comment faire, même s'il y a pas de mode d'emploi. Et je pense, voilà, des blessures qui font qu'ils nous ont pas, enfin, tu vois, ils nous ont jamais vraiment soutenus. On parlait que des cours. Le but, c'était juste d'être la meilleure. Ils nous ont vachement mis en compétition avec ma sœur jumelle. Donc en soi, ça aurait pu être un environnement, enfin, c'était un environnement assez toxique. Mais c'est vrai que, écoute, on a eu cette chance avec ma sœur jumelle d'en prendre conscience très tôt. Mais vraiment genre, 6 ans, tu vois? Et de commencer nous-mêmes à dire: «Mais en fait, arrêtez de nous comparer, on est différentes», à pas se liguer l'une contre l'autre, ce qu'on aurait pu faire, mais à plutôt se soutenir. Et donc voilà, tu vois? Après, je pense que ça t'emmène quand même quelque part, parce que c'est vrai que, c'est des gens qui vont dire ça plus tard, mais si tout allait très bien dans ton enfance, ou ton adolescence, est-ce que tu as peut-être cette faim, cette rage? C'est vrai que du coup, moi, très tôt, je me suis dit: «OK, plus tard, je ferai vraiment ce que je veux dans la vie, personne me limitera, me dira ce que je dois faire». Et donc même si, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est un truc que je me dis au quotidien ou que je cherche à prendre ma revanche ou alors prouver quoi que ce soit. Tu vois, je ne recherche pas, qu'ils soient fiers de moi. Ils me l'ont jamais dit, bah, tant pis, ils me le diront peut-être jamais. Aujourd'hui, c'est pas ce qui me drive, mais en tout cas, c'est sûr que je pense que ça m'a émancipée et que j'ai réussi à m'en détacher très vite, quoi. Mais donc voilà, c'est vrai que j'en parle dans tous les cas assez librement et j'en parle parfois aussi sur mes réseaux parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui sont peut-être dans la situation où ils ont peut-être pas eu, l'enfance rêvée ou qu'ils ont manqué et qu'ils ont l'impression que c'est très tabou. Mais c'est vrai que, bah, tu vois, moi aujourd'hui je les vois peu mes parents et en fait c'est OK, tu vois? Il y a un côté où on croit que on doit absolument, tout à nos parents parce qu'ils nous ont, éduqués, parce qu'ils nous ont, voilà, donné la vie, mais en fait, moi, je partage vraiment le message: séparez-vous des personnes toxiques, qu'elles soient dans votre famille ou non. Enfin, vous ne devez rien à personne si ces personnes ne sont pas, bonnes pour vous, quoi. Donc heu, donc voilà, j'en parle parce qu'en effet, si ça peut aider des gens, c'est Bah, important. écoute, je te remercie Louise parce que, enfin, effectivement, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui étaient dans ce cas et qui, par culpabilité, Mmh. n'assument pas et qui continuent avec ces personnes à être avec ces personnes toxiques. Enfin, sincèrement, moi-même, je l'ai vécu, pas avec mes parents en l'occurrence, mais avec d'autres personnes où tu te dis: «Ben, il faut que je continue, la relation elle est là» et en fait non, c'est pas la bonne chose à faire donc déjà, ben, j'ai pas envie de dire bravo parce que c'est pas ma place, mais tu vois? Enfin, je trouve ça hyper chouette que tu donnes cet exemple et j'espère que d'autres personnes, vont l'écouter et d'autant plus qu'en plus, je suis pas certaine, tu vois? Que c'est pas parce qu'une personne est toxique pour toi, parce que tu la vis mal cette personne, que c'est une mauvaise personne. Enfin, il y a aussi, tu vois? Tout à Un fait. Et ça, c'est vrai que c'est, la «maturité» entre guillemets qui, franchement, c'est très récent, hein. Il y a encore quelque temps, j'étais
tu vois, quand j'y pensais, j'avais quand même un petit somme, tu vois, de quelle aurait été ma vie si j'avais eu de l'amour, du soutien, etc. Et en fait, il y a un livre, bon là, c'est plus en mode un peu d'ailleurs spirituel, mais You Can Heal Your Life de Louise Hay, qui m'a vraiment fait réfléchir. Qui, elle, a une enfance, enfin, tu vois, c'est pas dans la comparaison, j'allais dire 10 fois plus que la mienne. C'est pas le but, mais tu vois, qu'elle a vraiment vécu des violences, etc. Mais qui arrive à se dire, et en fait, elle a raison, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'en fait, nos parents ont fait avec les armes qu'ils avaient et avec les manques qu'ils ont eus. Mais c'est vrai que j'espère qu'on est dans une génération qui arrive vraiment plus à se dire qu'on peut travailler sur soi, que c'est pas un aveu d'échec. Et j'avais vu passer un post sur Instagram qui c'était genre écrit sur un gâteau I go to therapy for the people who didn't go to therapy. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. C'est vrai que si nos parents n'ont pas travaillé sur eux-mêmes et du coup répliquent peut-être des schémas qu'ils ont connus ou alors voilà, tombent un peu dans des pièges. Moi, en tout cas, je me dis, je sais pas si je vais des enfants plus tard, mais en tout cas, je fais mon travail déjà pour moi. Et si ça peut après me permettre de ne pas reproduire des schémas, c'est quand même plutôt positif. Et puis d'autre part, ce que je trouve assez génial dans ce que tu dis, c'est que tu as eu la liberté, enfin tu as eu le courage de te libérer, de t'émanciper. Tu es quelqu'un qui aime déconstruire. Et en fait, quel aurait été le pire échec et le pire manque de liberté, si tu veux, ça aurait été en fait de rester dans les schémas où tu t'enfermes dans le négativisme vis-à-vis de tes parents et tout ça. Donc au final, tu t'es complètement émancipé de ça, quoi. Donc, c'est vrai, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai parfois du mal à accepter. En fait, le savoir ne suffit pas. C'est que, évidemment, j'avais conscience que garder de la rancœur envers mes parents, en fait, c'est plutôt moi que ça empoisonnait. Mais c'est vrai que tant que tu ne vis pas le pardon, je trouve qu'il est difficile à donner. Et c'est un truc que j'ai du mal à accepter parce que moi, je suis très... vas-y, je veux faire quelque chose, faisons-le. Un peu comme tu disais, l'action. En fait, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, j'essaye de l'accepter. Parfois, il faut être patient, C'est ça, le temps finit quand même par jouer en notre faveur dans ce genre de cas. J'aimerais parler du livre quand même. Donc, on saute complètement du coq à l'âne, mais tu as expliqué vite fait donc, que tu as écrit un livre et que tu étais en train de le sortir là actuellement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, tout ce que je dis sur YouTube, en fait, toute cette communauté que tu as créée et tout ce message en fait, que tu portes, tu veux en faire un livre, et quelle en est, si tu veux, la substantifique moelle, en fait, le message principal que tu veux faire partager Ouais, écoute, c'est vrai que écrire, c'est un de mes premiers rêves. Je suis entrée à Sciences Po à la base pour être journaliste et vraiment, mes passions, c'était la lecture et l'écriture. Je pensais pas l'écrire forcément dès la sortie de mes études, mais c'est vrai que ce sujet de la déconstruction me passionnant vraiment, en fait, il y a une maison d'édition qui m'a contactée, ça fait déjà un peu de temps, ça fait 2 ans et en fait, la première année, j'ai pas du tout réussi à écrire comme je le souhaitais. Écrire 2 heures par-ci, 2 heures par-là, pour moi, c'était pas du tout un schéma qui me correspondait et donc j'ai eu cette intuition l'été dernier de partir dans le sud de la France en août écrire. Et c'était absolument incroyable. J'ai écrit tous les jours de 10h à 20h, tu vois, immergée dans les livres, dans la réflexion, dans l'écriture. J'ai écrit vraiment 75% du livre à ce moment-là. Et moi-même, tu vois, je savais les sujets que je voulais aborder, mais je savais pas quel squelette ça allait prendre. Et le squelette est venu assez vite. Donc en fait, c'est en effet, le thème, c'est la déconstruction. Et j'ai construit ça en 3 parties. La première, c'est déconstruire pour mieux construire, qui revient sur vraiment l'origine des inégalités et qui montre que tout est construction sociale. Et donc, pour te donner, tu vois, un exemple un peu concret, dans les recherches que j'ai faites, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Par exemple, l'histoire de les hommes sont naturellement plus forts que les femmes. Il y a beaucoup de gens qui excusent pas mal de choses à cause de ça. En fait, pas du tout. On avait la même constitution, mais comme les femmes ont été en gros reléguées à leur fonction biologique de donner la vie, ont été reléguées à l'intérieur, au foyer, et les hommes ont donc pris la partie extérieure et la défense du foyer. Et du coup, ils avaient besoin des viandes, ils avaient besoin de protéines, et du coup, on laissait les bouillies aux femmes et aux hommes. Et en fait, ça a commencé à la préhistoire, et donc au fur et à mesure des siècles, la femme est devenue naturellement, c'est littéralement un choix, tu vois. On a juste fait en sorte qu'elle soit moins forte et que les hommes le soient plus. Et je reviens sur un peu tout ce qui constitue le fait que c'est pas arrivé par hasard. Ensuite, la deuxième partie, c'est déconstruire pour s'épanouir. Et là, je reviens sur toutes les injonctions qui pèsent encore sur les épaules des femmes concernant le poids, l'apparence physique, l'âge, la maternité, le couple, parce qu'on n'est vraiment pas traité de la même façon. Et
en fait, ça nous empêche vachement de nous épanouir. Enfin, moi, vraiment, j'en ai pris conscience, quoi, quand j'ai passé des années à mettre beaucoup de temps et d'énergie à avoir une certaine apparence physique pour, en fait, réaliser que c'est pas ça qui me donnera confiance en moi et pour réaliser qu'en fait, je pouvais mettre mon énergie et mon temps à bon escient, j'ai envie de dire, ou en tout cas, de manière à ce que ça m'accomplisse et que ça m'épanouisse vraiment. Donc j'avais vraiment envie de revenir là-dessus et essayer de donner des clés pour, s'en libérer. Et la dernière partie, c'est déconstruire pour s'accomplir, justement, où je parle à la fois, du monde du travail, de comment faire vraiment ce qui nous plaît, de comment se libérer des injonctions qu'il peut encore y avoir à ce niveau-là, se libérer du regard des autres, prendre le pouvoir de sa vie. Donc voilà, en fait, c'est vrai que la construction s'est fait assez naturellement et tu vois, c'est des sujets que j'aborde sur mes réseaux, certes, mais en fait, c'est vrai que les réseaux, tu es quand même assez limité par la durée, par le texte. Et donc, je pense que les personnes qui liront ce livre auront beaucoup plus que ce que j'ai pu partager sur les réseaux. Enfin, parce qu'en tout cas, moi, je sais que il y a des livres comme ça qui m'ont fait vraiment des électrochocs, que tu lis, que tu relis et qui te libèrent vraiment, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec un post ou une vidéo. Donc, je suis contente moi-même de me dire, OK, j'apporte du contenu neuf. C'est pas du tout sur ma vie, c'est pas du tout sur des posts que j'ai pu faire, une compilation. Enfin, sans jugement, hein, il y a des gens qui font ça et c'est super. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment, en fait, moi-même, tout ce que j'ai appris au cours de mon écriture, ce que j'ai eu envie de partager et ce qui m'a aidé à aujourd'hui, en effet, être déconstruite et vraiment, comme je dis, c'est un peu mon mantra, prendre le pouvoir de ma vie. Le titre, c'est Miroir, miroir. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre? Alors, pour être exact, c'est Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. D'accord. Et j'ai choisi ce titre parce que, en fait, il m'est venu assez naturellement. C'est vrai que le thème, au final, du livre, c'est un peu où est-ce que notre valeur repose, notamment en tant que femme. Et en fait, pourquoi elle ne repose pas là où on nous a fait croire qu'elle reposait. Donc, je trouvais ça important qu'il y ait la notion de valeur dans le titre. Et Miroir, miroir, je trouvais que c'était un beau clin d'œil au film Disney, parce que tu vois, c'est un peu tiré de Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, qui est un peu, du coup, tu vois, le film avec lequel on grandit, Blanche-Neige, qui conditionne énormément la femme, qui en fait, la plus grande prison, ça reste quand même vraiment la beauté, l'apparence physique et le fait qu'elle soit définie par ça. Et j'ai vraiment eu envie de prendre le contre-pied, justement, pour dire, c'est pas la question qu'on devrait poser au miroir, en fait. Parce que c'est pas ça qui nous permettra d'être épanouis, d'avoir confiance en nous, et il serait peut-être temps de le reformuler autrement. J'adore le titre, en tout cas, super Merci. trouvaille. Il est hyper parlant. Tu parles d'estime de soi et de confiance en soi. Alors, les deux thèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on va simplifier et dire que c'est la même chose. C'est un thème, j'ai l'impression, qui te tient à cœur. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on te voit, que tu es quelqu'un qui a une belle confiance en soi. Mais je veux dire, au sens, tu vois, de saine, de quelqu'un qui est posé, qui s'assume. J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas et que si tu en es arrivé là aujourd'hui, peut-être que tu vas me dire que tu n'en es pas arrivé là, je ne sais pas. Mais c'est qu'en fait, tu es passé par des phases où tu as dû la construire et justement pas au travers de l'apparence physique. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie, un peu de choc, qui t'ont permis de construire cette confiance en toi parce que tu as eu des échecs, tu as eu des doutes, tu as eu des vraies grandes difficultés qui ont fait que tu as dû te reconstruire, si on reste sur ce thème? Ouais. Écoute, en effet, j'ai pas du tout toujours eu confiance en moi. Déjà, parce que je l'associais du coup énormément au physique et que clairement, je me considérais moins jolie que ma sœur jumelle et du coup, me comparais tout le temps à elle et même Donc moi c'est la que mes comparaison amis. aussi qui t'a miné. Je pense que la comparaison m'a pas mal minée, ouais. Parce que j'avais l'impression que du coup, tout était un peu une question d'évaluation par rapport aux autres. Vu que du coup, c'est avec ça que j'ai grandi. Je pensais vraiment que, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que non, la confiance en soi, on n'en a pas moins parce que quelqu'un en a plus. Mais du coup, c'est vrai que je n'avais pas du tout confiance en moi. Et c'est le fait de perdre vraiment du temps à, tu vois, essayer de changer mon apparence physique. Tu vois, vraiment, je commandais des relookings à Noël. J'ai changé, je sais pas combien de fois de couleur de cheveux quand j'avais 16 ans, parce que j'étais persuadée que peut-être comme les stars, moi, si je trouvais une couleur de cheveux, là, ça y est, j'allais être belle et donc gagner confiance en moi. À tomber dans le piège un peu de l'orthorexie et donc à vraiment me focaliser, toujours faire très attention à ce que je mangeais, faire très attention au sport, parce que les filles que je suivais sur les réseaux sociaux avaient l'air d'avoir confiance en elles parce qu'elles étaient bien foutues. Et en fait, je crois que j'ai eu un peu une espèce de ras-le-bol dans mes années lycée, où en fait, je me suis un peu dit: «Bon, c'est quoi? J'y arrive pas en fait, j'arrive pas à me trouver belle, quoi que je fasse, donc je vais peut-être me concentrer sur autre chose». Et donc je me suis vraiment, concentrée sur mes études, qui me plaisaient et voilà, j'avais vraiment envie de faire en plus Sciences Po, donc c'était un peu le moment de me focaliser là-dessus. Et c'est vrai que du coup, de me focaliser là-dessus, de un peu me laisser tranquille
par rapport à mon apparence physique et un peu de faire la paix, malgré moi avec ça, et ben, ça m'a vachement permis, ouais, réaliser que c'est pas là que je trouvais ma confiance en moi et en fait, du coup, en m'accomplissant, donc professionnellement, enfin, que ce soit d'abord par les études, tu vois? En intégrant l'école que je voulais intégrer, en commençant un peu à partager sur les réseaux sociaux, en développant des projets qui me tenaient à cœur. En fait, tout ça, j'ai réalisé que ça construisait ma confiance en moi parce que en fait, ça vient avant tout du fait qu'on fait ce qu'on aime, qu'on ne se bride pas, qu'on ne se juge pas et sans même, en fait, m'en rendre compte, au fur et à mesure, c'est vrai que je suis arrivée, tu vois, bah, là, aujourd'hui, où je peux dire, en effet, oui, c'est vrai, j'ai confiance en moi et je vois plus ça comme quelque chose de hyper, égocentrique ou quoi. Je me dis juste: «Bah, non, en effet, j'ai réalisé que ma valeur ne reposait pas, dans mon apparence physique, dans mon poids, dans mon statut conjugal, dans ce que ma famille ou les autres pouvaient penser de moi, mais vraiment dans le fait que, je faisais ce que j'aime, que je me laisse pas dire ce que je dois faire et que je sais que je peux m'accomplir», tu vois? Donc c'est vrai que c'est un message que j'ai envie de partager, aux personnes qui nous écoutent parce que en fait, je pense qu'on la lie vraiment trop, la confiance en soi, à ce que pensent les autres de nous, à Mmh. ce à quoi on ressemble et je pense que c'est un peu se tromper de combat. Complètement. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai vécu un truc un peu similaire. Moi aussi, j'étais la deuxième, j'avais 5 ans de moins, j'étais pas très bonne en sport alors que ma sœur était une superstar et tout. Donc quand j'étais plus petite, j'avais pas du tout confiance en moi. Et un peu comme toi, moi en fait, j'ai trouvé mon créneau qui était les études. J'étais plutôt bonne à l'école, un peu sans rien faire et un peu comme toi d'ailleurs, je disais que je foutais rien alors que en fait, quand même un peu. Et c'est drôle parce que je me suis rendu compte que c'est précisément là où j'avais l'impression que les gens s'en fichaient. Dans ma famille, les gens se fichaient des études. Que finalement je me suis épanouie et que j'ai trouvé un peu ma place. Et donc peut-être pour rejoindre ton message, c'est aussi de se dire, en fait, il faut trouver son truc à soi. Et que c'est pas parce qu'on a l'impression que ce qui plaît ou tu vois le label qui compte c'est la beauté, le poids, enfin peu importe, Mmh. que c'est ça qui va faire votre valeur ajoutée quoi. Au contraire, chacun a sa petite pépite quoi, qui va Ouais. pouvoir les trouver. Ouais, ouais et je pense que c'est vrai que c'est très important de se sentir, utile et un peu, à sa place. Parce que sinon, en effet, enfin, tu vois, il y a des gens qui peuvent penser qu'ils gagnent confiance en eux le jour où ils ont, le job, le CDI de leurs rêves, ou en tout cas, auquel ils aspiraient, la personne, un peu, sur le papier, avec qui tu vis parfaite et en fait, ne pas du tout être épanoui et moi, je lis pas mal l'épanouissement et la confiance en soi, en fait. C'est que tu peux, du coup, être là, mais être plus ou moins malheureux au final et du coup, tu as pas confiance en toi parce que tu as l'impression d'être, non aligné versus prendre une voie totalement différente, mais dans laquelle tu te sens vraiment bien et donc là, tu es tellement mieux que tu as confiance en toi parce que tu fais ce qui te plaît, donc en plus tu t'améliores, donc tu gagnes confiance en toi et c'est vrai que comme ça, atteindre un peu des étapes, des milestones, je trouve que ça permet de construire sa confiance en soi vraiment aussi et je l'ai un peu eu par le sport, au final, c'est vrai que du coup, moi j'ai repris le sport en première année d'études et je me suis mise à la musculation et c'est vrai que de soulever plus lourd chaque semaine et que ça ne dépende que de toi, il y a un côté où ça forge la confiance en soi beaucoup. Parce qu'il y a encore ce côté, genre, je suis capable en fait. Je suis capable, je suis forte. Et je pense que ça m'a aussi vachement aidée. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, en effet, pour qui le sport aide à. Tu vois, le piège dans lequel pas tomber, c'est par exemple, si on fait un sport d'équipe ou un sport où on est dans la compétition, c'est pas parce qu'on échoue que du coup, là, tout d'un coup, notre confiance en soi s'effondre. C'est plus, se dire qu'on a on a fait de notre mieux, on a progressé. C'est vraiment, pour moi, se battre avec soi-même et pas avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui nous permet vachement de grandir, quoi. Je suis obligée de te poser la question. Tu as quand même des sujets sur lesquels tu manques de confiance en toi ou des sujets, tu sais, où tu sais que là, c'est le truc où tu te compares forcément parce que t'es pas encore à ce niveau justement de saine confiance en Mmh. soi où tu peux te permettre de te dire bah non en fait je suis concentrée sur moi et je m'en fous des autres. Je sais pas si je réfléchis en me disant, «Ce sujet, vraiment, j'ai pas confiance en moi». En fait, c'est plus que c'est vrai que j'ai moins confiance dans des sujets que je maîtrise pas. C'est plus une histoire de connaissance, en fait, Hmm. pour moi, c'est vrai que je vais pas me lancer dans la crypto, enfin, pas un Ah sujet bon. là-dessus, tu vois? Je ne maîtrise pas Oui, encore. n'oublions pas que trop de confiance en soi, ça s'appelle de l'arrogance, hein. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, non, tu vois, en fait, je pense que la confiance en soi, c'est aussi savoir dire, «Je sais pas», Ouais, sans carrément. se remettre en question et du coup, non, c'est vrai qu'il y a peu de situations où je me dis genre, là, après bon, par exemple,
j'y pense là parce que tu t'en parles, mais le théâtre, c'est un truc qui m'a toujours fait peur. Ah ouais, Je c'est suis marrant, pas j'aurais du pas tout, pensé. j'en ai jamais fait. Enfin, improviser, par exemple, là, ouais, je serais peut-être pas très bien. Parce que je pense c'est plus une question de zone de confort. En fait, c'est pas ma zone de confort. Donc si, c'est vrai, tu vois, j'ai pas confiance en moi pour tout ce qui est en dehors de ma zone de confort. Il y a quand même pas mal de choses. Toi qui aides les femmes, bon, et les hommes aussi sans doute, à trouver cette confiance en soi, je sais que tu l'as fait et tu l'as matérialisé via cette marque que tu as créée, je ne sais quoi. T'étais pas obligé de faire ça du tout. Clairement, tu aurais pu tranquillement continuer à faire ton bonhomme de chemin sur les réseaux. Enfin, tu vois, tu as déjà un sacré pouvoir d'influence via ce biais. Donc, se coltiner quand même de devoir créer des produits, lancer sa marque, je sais de quoi je parle, c'est un sacré boulot. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de lancer cette marque? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi est-ce que tu t'es rajouté ce truc en plus? Écoute, je me prédestinais pas à l'entrepreneuriat ni à la création d'une marque, parce que déjà, j'ai aucun background, désolé les anglicismes, j'ai aucun arrière-plan, ça se dit, j'ai aucune formation dans la mode. Et en fait, c'est vrai que c'était, je pense, en quatrième année, donc ma première année de master, je sentais que, même si j'avais en effet pas mal de projets, j'avais envie de plus, j'avais envie d'apporter une vraie pierre à l'édifice et de pouvoir... en fait, c'est que le contenu, tu vois, c'est très éphémère et je sentais que j'avais besoin de plus pour me nourrir. Et c'est vrai que, en fait, j'avais moi-même une problématique qui était que je ne trouvais pas de sous-vêtements à la fois beaux et confortables. En fait, il y avait toujours un choix à faire entre les deux. Et quand, par hasard, tu trouvais des sous-vêtements qui étaient ni trop moches, ni trop inconfortables, ils étaient très rarement faits de manière éthique et inclusive. Et c'est vraiment, je pense, d'abord l'inclusivité qui m'a fait me pencher sur le sujet, parce que vu que je parlais beaucoup d'acceptation de soi sur les réseaux, je voyais que les marques de lingerie, notamment en France, étaient quand même très discriminantes sur les corps. Donc moi, j'ai commencé à bosser dessus en 2019. C'est ça, je dirais que ça a déjà un peu évolué. Ça a déjà un peu évolué depuis, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, tu parcourais les sites, et même encore, ça change aujourd'hui dans certaines campagnes de pub, mais quand tu vas sur le site de la marque qui a fait une campagne de pub body positive, tu te rends compte que sur le site, c'est que des mannequins à la même morphologie, en l'occurrence fine. Il n'y a aucun problème à être fine, mais il n'y a aucun problème à avoir plus de forme. Et donc, en fait, il y avait ce côté, pareil, un peu que l'injustice, un peu comme l'injustice qui m'a toujours révoltée, qui m'a poussée à prendre la parole sur les réseaux. Un peu un côté, franchement, c'est nul, quoi. Pourquoi il n'y a pas de sous-vêtements qui s'adressent à tous les corps, qui soient beaux et confortables et faits de manière responsable? Et je pense que ça m'a... Je me suis vraiment dit pendant plusieurs mois, mais je me disais, je suis pas la meilleure pour le faire, je ne sais même pas le faire en fait, qui suis-je pour le faire? J'ai pas le temps. Syndrome de l'imposteur. Non, le temps, ça m'a pas trop arrêté. C'est un peu un plus syndrome de l'imposteur, moi, d'accord. Mais voilà, et en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai envie de le faire parce que je sais que je pourrais le faire bien, ou en tout cas que j'ai envie de le faire bien, je sais pas comment les autres le feraient. Et donc, c'est vrai que une fois que j'ai pris la décision, tu vois, je me suis dit, je vais rencontrer des stylistes, je vais trouver une styliste avec qui bosser, et je vais vraiment co-créer avec ma communauté, comme ça, je suis sûre de répondre à un besoin. Et ouais, c'est vrai que partir de la fleur au fusil, ça aide dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ça aide aussi de se lancer dans un secteur dans lequel on n'est pas. Parce que du coup, on n'a pas toutes les barrières et les filtres que peuvent avoir des personnes ici de ce milieu-là. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que la collection que j'imaginais, elle était sans couture. Tu vois, dès le début, je me suis dit, je veux une collection sans couture, qui soit quand même flatteuse, mais qui a vraiment ce côté où tu le sens pas. Et je trouvais ça pas normal que la première chose que tu as envie de faire quand tu rentres chez toi, c'est d'enlever ton soutien-gorge. Et c'est vrai que du coup, on imaginait des modèles qui n'existaient pas, qui n'avaient jamais été faits. Et donc, tous les usines nous disaient, mais non, en fait, c'est pas faisable, vous pourrez pas. Et en fait, moi, je me laissais vraiment pas abattre, quoi. Je me disais, si, en fait, on a fait un plan de collection. Et donc, après, on a trouvé une usine en France qui avait cette expertise-là du thermocollage. C'est vrai que, tu sais, on entend un peu toujours ce truc-là dans les podcasts entrepreneuriaux de, ouais, voilà, il y a cette personne qui a cru en moi et qui machin. Et là, disons que c'est pas tant qu'ils ont cru en nous que nous qui les avons forcés, enfin, je dis nous avec ma styliste, mais qui leur marqué en bas. En fait, ouais, j'ai vraiment, c'était le directeur de l'usine, je lui ai vraiment vendu monts et merveilles, mais alors que j'avais aucune garantie que ça marche ou quoi. Et en fait, du coup, il s'est dit, ok, voilà, on va vous le faire. Et de là est née donc la première collection que, donc, pour l'anecdote, j'ai commencé à travailler dessus en août 2019. Je me suis dit, super, on va lancer pour Noël 2019.
Et j'ai lancé 1 an et demi plus tard. Voilà, en novembre 2020. Ça, tu vois, c'est un bon. Je trouve que c'est une bonne synthèse de l'entrepreneuriat. C'est toujours plus long et plus dur que prévu. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que tu vois, sur la difficulté, c'est vraiment important d'en parler parce que à l'époque, avant que je lance je ne sais quoi, même quand je travaillais dessus, en fait, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile avant d'avoir des clients. Ouais. Et c'est vrai que j'entendais des gens dire oh là là, si j'avais su ce que c'était, je sais pas si je me serais lancée. Oh là là, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Mais tu sais, j'y croyais pas trop. Je me disais un peu, bon, en vrai, les gars, ils ont choisi d'être là. À un moment, c'est bon, vous décidez votre emploi du temps, personne ne vous force à le faire, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper important de pas glamouriser l'entrepreneuriat, je trouve, parce que c'est super difficile psychologiquement. Enfin, moi, je sais que j'ai vachement mal vécu, tu vois, les problèmes qu'on a rencontrés, la précommande qui a mis plus de temps, la déception des clientes. C'est des trucs super durs où, tu vois, je suis très contente de ne pas avoir mis tous mes œufs dans le même panier et que j'avais à côté mes réseaux sociaux, mon podcast. Parce qu'en fait, si j'avais que je ne sais quoi, Ouais, bien sûr. franchement, j'aurais si t'es pas... tu vois, il y a des gens qui grandissent dans le challenge, dans les problèmes. Et par exemple, Lauriane qui travaille avec moi, Big Up Lauriane si t'écoutes le podcast, elle est comme ça. En fait, les problèmes, ça lui fait pas peur. Mais moi, je pense que j'avais un tel affect. Tu vois, c'était lié à ma communauté, les filles qui m'écrivaient, ça m'atteignait vraiment directement. Bien sûr. Et mine de rien, je pense que c'est aussi ce reste de fixed mindset qui me reste, où en fait les difficultés me définissent. Je sais que moi, si j'avais eu que ça, j'aurais abandonné, tu vois. Mais le fait de quand même avoir au final des clients très satisfaits une fois que le produit est reçu, d'avoir une team qui commence à grandir, d'avoir autre chose à côté, ça m'a vraiment permis de continuer et de toujours me rappeler du pourquoi. Mais voilà, franchement, je le dis parce que je pense que là, on est trop dans une période qui glamourise énormément l'entrepreneuriat. Plein de gens veulent se lancer et c'est cool si jamais on croit vraiment au projet et que voilà, soit on est très bien accompagné, soit on sait qu'on ne va pas s'effondrer si ça ne marche pas comme on veut. Mais voilà, je pense que c'est bien on veut du vrai, d'expliquer la réalité derrière, quoi. Et puis surtout, ce qui est drôle dans ce que tu dis, c'est que non seulement on glamourise l'entrepreneuriat, mais on glamourise maintenant l'échec entrepreneurial en disant que c'est super, alors qu'en fait, quand tu le vis, l'échec, tu as juste envie de te tirer une balle et tu n'es pas du tout content. Et pour rebondir, c'est très difficile. Et c'est presque devenu maintenant un Graal. Alors, et oui, c'est vrai que ça fait apprendre des choses, donc ça, je ne peux pas le nier, mais sur le coup, tu n'es quand même vraiment pas très bien. Et je pense qu'en fait, c'est cette dimension émotionnelle qu'on n'arrive pas à traduire par des mots quand on explique que c'est dur et qu'il y a des montagnes russes, les gens, mais il faut le vivre, quoi. Ouais, il faut le vivre, comme on disait, quand on ne l'a pas vécu... tu disais précédemment que tu ne te sentais pas faite pour ça particulièrement avant et que tu n'avais pas de background dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu as fait justement pour, au-delà de cette styliste, te faire accompagner sur la partie, on va dire, plus business? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un succès. Alors, c'est encore une jeune marque, mais malgré tout, tu vois, elle a quand même décollé hyper rapidement. Qu'est-ce qui a été pour toi, en termes de complémentarité de compétences, tu vois, certains facteurs clés de succès que tu as pu avoir? Écoute, je pense que par rapport à d'autres marques, en fait, on est très focalisé produit et qualité du produit. C'est-à-dire que franchement, même encore à date, on commence à structurer et à réfléchir un peu business et tout, mais franchement, pendant 1 an, c'était vachement la roue libre. C'était au petit bonheur la chance. Enfin, on n'avait pas de KPI, on n'avait pas d'objectif. Enfin, vraiment, tu vois, je le dis en toute transparence. Je pense du fait que je n'avais pas de formation business, parce qu'on apprend pas mal de choses à Sciences Po, mais pas vraiment ça. Oriane vient pas du tout de ce monde-là non plus. Elle a fait des études de graphisme, donc tu vois, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est vrai que nous, dans la team, on recrute plutôt à l'état d'esprit et au fait de voir toujours une solution à un problème, ou en tout cas se dire qu'il y a toujours une solution à un problème, parce que je pense que c'est le plus important en fait dans l'entrepreneuriat. Mais donc en fait, moi je me suis toujours dit, si on fait un bon produit, qu'on fait le maximum pour que ce soit le meilleur possible et pour l'améliorer tout le temps, en fait ça plaira, donc ça marchera, et donc en fait on n'aura pas à se poser trop de questions, quoi. Alors c'est sûr que la mode, après tu réalises que tu es obligé de te poser des questions à un moment parce que en fait on est autofinancé, tu as des gros besoins en fonds de roulement, on fonctionne par drop, on n'a pas de permanent en plus, donc en fait c'est voilà, tu vends, boum, grosse rentrée, mais en fait c'est aussitôt absorbé par le fait que tu réinvestis pour produire la prochaine collection, même les prochaines collections. Donc en fait, je pense que enfin là à date, tu vois, on a même pas de profil business, on n'a pas de DAF, donc en fait, c'est vraiment juste se dire, être assez quand même, avoir, tu vois, un business plan quand même, ou en tout cas, même si ça va jamais se passer comme tu l'as écrit, se dire: «OK, on produit tant, on le sort à telle date, donc ça nous permet après de financer cette collection». D'avoir vraiment en fait du bon sens
Je crois que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. J'ai pas de formation business, je compte pas me former non plus à ça. Alors, si on est amené à recruter quelqu'un dans la team, tant mieux. En effet, ça peut être en soi, je pense que bénéfique. Mais pour moi, tant que tu te soucies avant tout, de ton produit, de la satisfaction de tes clients ou tes clientes et que voilà, tu fais preuve de bon sens pour, qu'il ne se passe pas non plus, voilà, une grosse porte, en effet, ça peut arriver. Ben, en fait, tu as à peu près tout ce qu'il faut pour réussir. Mais c'est vrai que voilà, vraiment se concentrer sur la réponse à un besoin, pour moi, c'est, la recette miracle de l'entrepreneuriat. Mmh. Et puis ouais, vraiment se concentrer aussi sur cette notion de produit et de qualité, je trouve ça hyper clé parce qu'il y a tellement de personnes, tu sais, qui essayent de faire des business intelligents. Mmh. Ça, moi aussi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup, qui essaye, tu vois, de cocher la case de c'est le nouveau truc à la mode, la tech, le machin, tout ça. Ben, à un moment donné, si en fait ton produit il est pas bon, ben ça va faire comme un soufflet, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, ça décolle et puis ça redescend juste après. Et ouais. là, au moins, le fait qu'en plus vous soyez autofinancé, enfin, c'est quand même une sacrée sécurité parce que j'ai compris que c'est plus difficile avec le fonds de roulement, mais néanmoins, ça veut dire que tu sais que ta boîte, bah, tu en fais ce que tu veux, tu la possèdes, tu l'emmènes là où tu le souhaites. C'est quand même aussi, je trouve, une vraie liberté pour vous. Donc ça, Ouais, 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 c'est une vraie liberté et surtout, ça nous permet de pas faire de sacrifices, sur la façon dont on le fait. Et j'ai écouté un podcast, là, avec le fondateur de Veja et eux, je crois, à date, sont toujours autofinancés et ils disent: «Bah, en fait, pour nous, c'est hyper important parce que sinon, on pourrait certainement pas faire comme on fait parce que, les marges sont pas, bien sûr. intéressantes». Nous, on fait, enfin, les marges sont très faibles. On est à 2 tout juste, tu vois? Donc, tu vois, je le dis sans bah, Ouais. je le dis Bah, qui sans pour une sans marque honte de justement parce prêt-à-porter. que en fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte, et on explique exactement sur le site pourquoi notre produit coûte tant et quelle partie, du prix revient à qui. Et il y a un vrai manque de transparence pour moi dans la mode à ce sujet-là. Et il y a un peu de l'amalgame, tu vois? Aujourd'hui, on se rend compte que la fast fashion et les produits peu chers, c'est, en fait, tout le temps égal à une maltraitance des travailleurs, à des produits de très piètre qualité, des matières, vraiment qui sont catastrophes au niveau de l'environnement. Et à l'inverse, il y a encore des gens qui se disent: «Bon, bah, du coup, si c'est cher, c'est que c'est bien produit». Mmh. Et le but n'est pas d'exposer certaines marques ici, mais en tout cas, dites-vous que toutes les marques un peu premium, donc qui ont des très belles images de marque, mais qui sont du prêt-à-porter, que vous voyez, inonder, dans les rues, de France, font juste des énormes marges, fois 8, fois 9, et produisent dans les mêmes usines que la fast fashion. Je trouve ça hyper important qu'on en parle. Une fois de plus, on va pas citer de marque, c'est pas du tout pour stigmatiser qui que ce soit, mais je pense que cette notion de discernement, parce que finalement, c'est un peu ça ce que tu es en train d'évoquer, du consommateur, elle est clé. Et toi, tu joues ce rôle, c'est ça qui est assez génial en tant que marque, mais aussi en tant qu'influenceuse, c'est-à-dire d'éduquer quoi le consommateur. Mais au final, c'est le rôle du consommateur aussi d'avoir un peu d'exigence, de vigilance et de pas se laisser berner, parce que c'est vrai, le nombre de fois, moi, où j'ai vu des personnes autour de moi me dire: «Ah, mais t'as vu, ça c'est trop cool, nanana», et en fait, mais tu creuses un tout petit peu et tu as envie de dire, ben non, mais en fait, tout ça, c'est juste du bon sens une fois de plus, parce que c'est pas très compliqué de se dire qu'il n'y a pas de recette magique Mmh. et qu'à un moment donné, ben, on peut pas être responsable, payer les gens des bons salaires, etc., sans avoir un prix, en fait, qui est un petit peu plus élevé. Ouais. Donc, je pense que c'est important de ce point que tu évoques, en fait, de dire que le monde de la mode, il y a tellement d'enjeux financiers qu'au final, c'est aussi, je trouve, la responsabilité du consommateur, en fait, de se dire, ben non, en fait, est-ce que j'y crois ou pas vraiment, en dépit de ce qu'on me dit, quoi, d'une certaine Ouais. manière. Ouais, et je pense qu'on arrive en effet dans une époque où les gens se posent la question, et ça a commencé un peu avec l'alimentation. Qu'est-ce qu'il y a dans Mmh. ma bouffe? Des applications comme Yuka, etc., qui ont démocratisé le fait que tous les aliments ne se valaient pas, entre guillemets, en termes nutritionnels et environnementaux. Ensuite, il y a eu vachement le monde de la beauté, où les gens commençaient à se dire: «Bah, attends, en fait, qu'est-ce que je me mets sur la peau, en Ouais. fait?» Des comme ça, des prises de conscience où aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais pendant longtemps, on achetait des crèmes parce que le design était beau et joli, parce que la marque avait une bonne image de marque, parce que le prix était attractif. Et c'est vrai que j'ai à l'époque, vraiment en 2019, hein, je me souviens, c'était pas encore le cas, et je me souviens m'être dit: «En vrai, c'est arrivé dans l'alimentation, c'est arrivé dans la beauté, ça va arriver dans la mode». Et vraiment, au moment où on a lancé je ne sais quoi, c'était en plein dedans. Et là, les gens commencent à se dire: Mais attends, ce que j'achète, où est-ce que c'est fait? Qui le fait? Quel impact le polyester ça a sur la planète?» Spoiler, ça pollue énormément les océans. Et ça commence à arriver, par exemple, dans l'habitat. Tu vois, j'en parlais moi récemment sur mes réseaux sociaux, mais c'est vrai que la déco, pareil, c'est pas Ouais. encore arrivé, mais Ouais, ouais. voilà, je vous le dis, à mon avis, dans les Ça va arriver, prochains ouais. mois, les gens vont commencer à se dire: «Mais en fait, ma table, elle a été faite où? Elle Ouais. vient d'où? Enfin, est-ce que les travailleurs, ils sont quand même respectés?» Et c'est cool de se dire qu'en effet, maintenant, on est vraiment plus passif
Et je crois beaucoup à la notion de consommateur. C'est drôle, dans la joaillerie, en fait, comme c'est un secteur où les matériaux sont très chers et où il y a eu beaucoup de scandales assez terribles dans les Ouais. années 90, en fait, c'est arrivé assez tôt. Alors, je dis pas du tout que c'est un secteur qui est parfait, mais en réalité, si tu veux, ça a été tellement atroce, les diamants de sang, etc., qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Et je dirais juste qu'au final, c'est souvent les choses auxquelles on s'attend le moins qui sont les plus sales, si tu veux. Ouais, Donc, c'est vrai. Et ça, et la joaillerie, je pense qu'il y a quand même ce même écueil de se dire si c'est cher, c'est que ça doit être bien, bien produit. Ah ouais. Et voilà, je m'y connais pas, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Bah, comme tu dis, spoiler, la plupart des grandes maisons ne fabriquent pas en France. Hein. Ouais. Et c'est vrai que ne communique pas du tout dessus. Et c'est pour ça que tu disais, en effet, c'est aux consommateurs de s'éduquer un peu sur le sujet. Ça peut paraître très compliqué et un peu voilà, surchargeant. Mais en fait, moi, je vous dis très simplement, vous regardez le site de la marque, vous regardez s'il y a un onglet transparence. Et en fait, s'il n'y en a pas, vous avez votre réponse. Parce qu'en fait, si tu n'as pas honte de comment tu produis, tu le mets. Aujourd'hui, tous les sites et toutes les marques qui n'ont rien à se reprocher le mettent, vu qu'en fait, elles ont intérêt à le faire. Et toutes les marques qui ont intérêt à ce que ça ne se sache pas trop, au mieux, vous avez une page Nos engagements et tu as pas mal de bullshit. En fait, si vous n'avez rien de concret, c'est du greenwashing. Et si vous n'avez rien du tout, bah alors là, vous pouvez être sûr que c'est fait dans des conditions assez terribles parce qu'ils n'ont pas envie que vous le sachiez. Donc en fait, c'est vrai que moi, maintenant, je le dis, juste checker le site. Après, achetez si vous voulez. Hein, tu vois, je suis personne pour Bien juger sûr. et on fait tous nos choix en âme et conscience. Mais au moins, maintenant, vous savez quoi. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a le savoir, on a le pouvoir. C'est une belle phrase de fin, ça, Louise, je trouve. Mais pas tout à fait la fin, parce que j'ai mon fameux crible que je vais Tu quand as même ton fameux devoir te crible. poser. Donc, si tu as encore quelques minutes pour moi, on en a un peu parlé, mais quand même, tu n'as pas forcément répondu exactement. Est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec? Le grand échec qui t'a marqué, tu vois, et qui a aussi peut-être fait la personne que tu es aujourd'hui? Ce que j'ai vécu comme un échec, ou en tout cas, voilà, ce que j'ai le plus mal vécu, je pense, à date, c'est l'année dernière, quand j'ai fait un post sur la précarité menstruelle et que j'ai donc fait une collecte de protection hygiénique et où, en fait, ça a été très... Enfin, en fait, ça a été d'abord bien reçu et ensuite, il y a quelqu'un qui a décidé de faire un post contre moi et contre la marque Nana. Donc, je le précise parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas que je n'étais pas en partenariat du tout avec Nana. C'était juste nous qui avons, enfin, avec l'association La DSF, qui avons contacté Nana pour savoir s'ils acceptaient de reverser les protections. Ils ont dit oui, parce qu'il faut bien reverser des protections quand tu vas faire une collecte. Et où, en fait, du coup, ça a été un vrai shitstorm, comme on dit Tu sur veux les dire que tu réseaux n'étais pas sociaux. sponsorisée par Nana, quoi, J'étais absolument pas Ouais. sponsorisée par Nana. Je le dis vraiment de manière très sincère et très honnête. Et en fait, c'est vrai que c'était un 24 décembre qu'elle a fait son post, tu vois. C'était l'année dernière. J'ai passé un Noël horrible parce qu'en fait... du coup, ouais, je l'ai vécu comme un échec parce que c'était... En fait, j'essaye de bien faire, mais j'avais l'impression à l'époque, du coup, la terre entière qui pense que t'es une vendue. Et en fait, j'ai très mal vécu le fait que tu pouvais faire quelque chose, mais que les gens l'interprètent différemment et que tu n'y pouvais rien. Moi, c'est vrai que quand je peux rien face à une situation, je le vis très mal. J'ai pas encore le recul et je sais pas, le détachement qu'arrivent à avoir certaines personnes quand ils font face à la vie, hein, tout simplement. Tu vois, je crois que c'est Marc Aurèle qui dit qu'il faut savoir faire la différence entre avoir le courage de changer ce qu'on peut changer, avoir la patience d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, la sagesse de savoir distinguer l'un de l'autre. Et moi, c'est vrai que, tu vois, là, j'étais vraiment désemparée et c'est passé maintenant. J'en garde une belle leçon qui est que je peux pas plaire à tout le monde. Et en fait, je peux rien y faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent encore à date que je suis le vendu. Et ben, en fait, soit. Tu vois, maintenant, j'essaie vraiment de me dire, encore une fois, Louise, ta confiance en toi ne doit pas reposer sur ce que pensent les gens de toi. Donc, en fait, même si c'est chiant, même si tu as envie de leur crier que, bah, en C'est fait, injuste. pourquoi, voilà, Ouais. c'est injuste, pourquoi on me reproche ça alors que j'ai au final aidé 800 000 personnes à avoir accès à des protections menstruelles et une personne qui a fait gagner un concours iPhone, on va rien lui dire. Mais en fait, maintenant, vraiment, je me dis, ben, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Toi, tu sais pourquoi tu le fais et c'est ce qui compte le plus. Mais voilà, c'est vrai que sur le moment, c'était pas facile. Je peux imaginer, j'ai vu passer effectivement, et c'est vrai que on se rend pas forcément compte, je pense, quand on est de l'autre côté de la barrière, tout ce que tu te prends, mais le volume doit faire que ça te submerge, quoi, complètement. Ouais, et que tu as vraiment cette impression, comme on disait, que en fait, la terre entière Pense à est, toi, à ça et est à toi. focalisée sur toi, parce que ça ne s'arrête pas, plein de tweets, plein de machins, mais en fait, oui, 2 jours après, les gens se passent à autre chose, quoi. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, alors tu es encore
plus jeune que moi, donc tu as encore, je suis sûre, beaucoup de choses à tester. Mais s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Écoute, c'est marrant parce que je suis passée dans un live sur Twitch il y a pas très longtemps et il y avait une question un peu similaire et j'ai répondu: «Je ne prendrai pas la pilule». Et ma communauté ou les personnes qui me suivent savent que j'en parle beaucoup. Alors avec le recul, tu vois, j'ai fini par me disant, en fait, je sais même pas si je la prendrais pas parce qu'aujourd'hui, du coup, le fait qu'il m'est arrivé tellement de merde et que Mmh. j'en parle aide des femmes à arrêter et donc pour ça, je suis reconnaissante et heureuse. Mais c'est vrai que, voilà, juste un petit moment de sensibilisation où on prend ce médicament, parce qu'on n'a pas l'impression, mais c'est un médicament qui change tout notre fonctionnement hormonal et physiologique. On le prend de manière très banalisée et je trouve ça très dangereux en fait. Je ne suis pas contre la pilule, ça a permis voilà, une Sûr. liberté incroyable, mais il y a d'autres moyens de contraception et c'est pas anodin en fait. Et ça peut vraiment avoir des effets assez pas cool sur le long terme. Donc moi, ça voilà, je l'ai tellement mal vécu l'arrêt que vraiment pendant des mois, je me suis dit mais pourquoi je l'ai prise, pourquoi je l'ai prise, pourquoi je l'ai prise. Si je pouvais m'épargner ça, je le ferais. Mais bon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà, et puis avec l'immense recul, que si on regarde de très très loin à 10 000 km en hauteur, tu te dis finalement ça a aidé beaucoup de monde, et ce qui est le Ouais, cas, honnêtement. Donc, ouais, mais c'est marrant, il y a même des femmes dans la rue qui m'arrêtent pour me dire ça. Et ouais, je fais, ça ah m'étonne bah, pas. c'est cool. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Je vais te dire 2 conseils qui viennent de la même personne, une amie, la fondatrice de My Little Paris, qui m'a dit d'abord, fais attention à ton centre d'énergie. On est comme une batterie, et quand tu fais quelque chose, une activité, ça te prend de l'énergie. Et soit elle te remplit et ça t'en redonne encore Mmh. plus, et à ce moment-là, tu continues et t'es hyper épanoui. Soit ça t'en prend sans jamais t'en redonner en retour, et à ce moment-là, ça te draine Ouais. et tu risques de t'épuiser, quoi. Et c'est vrai que depuis qu'elle m'a dit ça, je fais vachement attention à ce qui me donne de l'énergie ou pas. Alors qu'avant, j'en avais pas vraiment conscience. Surtout, voilà, quand t'es entrepreneur, t'as tendance à tout faire parce que bah, ça porte ton projet et que tu veux juste que ton projet avance. Alors que maintenant, en effet, vraiment je me concentre le plus sur les activités qui me donnent de l'énergie, qui me font sentir bien. Et je fais attention quand je fais trop d'activités qui me drainent de l'énergie à re-remplir ma batterie. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai trouvé hyper utile. Je me permets juste de Vas-y. t'interrompre. Tu aurais un exemple de quelque chose qui te donne de l'énergie et à l'inverse quelque chose qui te draine de l'énergie? Ouais, carrément, carrément. Écoute, je me suis rendu compte que moi, ce qui me donnait... et c'est vrai que ça a été un peu dur à admettre, entre guillemets, parce que voilà, tu as peur du jugement et du rôle que tu peux avoir. Mais en fait, ce qui me donne le plus de l'énergie, c'est souvent les trucs seuls. Moi, c'est le deep work, c'est d'écrire, c'est de brainstormer. C'est voilà, ce côté un peu créatif. Alors, j'adore aussi les podcasts. Donc, tu vois, c'est et parler avec Ouais, des mais gens, c'est seul débattre. aussi. Mmh. Mais bah, souvent, bon, c'est avec quelqu'un, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'activités profonde. Et en fait, ce qui me draine de l'énergie, ça va être bah, les réus. Limite, ça dépend lesquels, tu vois. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte quand j'ai trop de réus, en fait, je passe à la fin de la journée, j'ai pas du tout l'impression d'avoir plein d'énergie. La compta, c'est une horreur sans nom. Sans nom, je suis vraiment désolée. Je Enfin, je serais curieuse ouais. de savoir qui prend de l'énergie avec de la compta. Il y en a Et ben, il y en certainement. a, et Ouais, c'est ouais. là que je trouve assez incroyable. Et j'ai pas du tout envie de dénigrer les personnes qui bossent dans ce milieu, mais c'est vrai que c'est en fait, à date, hein, encore, tu vois, là, j'ai encore plein de trucs à régler. Et c'est vraiment ce déni incroyable où à chaque fois que je vois la facture, je me dis, ok, je le ferai Mmh. demain. Donc, ce qu'on procrastine, généralement, c'est un très bon signe de Ouais. ce qui nous prend de l'énergie sans nous en rendre, si jamais vous avez du mal à identifier. Mais c'est vrai que, tu vois, je procrastine très rarement les brainstorms, l'écriture, les podcasts. Donc voilà, si jamais tu voulais 2 petits Ouais, exemples c'est génial. de ça. Et le deuxième conseil, bon, bah, là aussi, je vais le dire en anglais, mais ce qu'elle m'a dit, c'est dream big, start small. Donc rêver grand, commencer petit. Et j'ai trouvé ça aussi très utile parce que parfois on a peur de ne pas arriver là où on veut aller. Parfois on se dit qu'on a des rêves trop grands. Mais en fait, si tu commences petit, si tu fais plutôt ce qu'on appelle un peu je crois que c'est un pré-mortem ou un post-mortem, mais en tout cas quand tu pars de la fin et que tu déroules du coup l'étape d'avant, et c'est quoi l'étape d'avant et c'est quoi l'étape d'avant, je trouve ça plus facile que de commencer par la première pierre et de se demander quelles vont être les suivantes. Mmh. Donc si tu as ton rêve de fin, tu te dis ok, avant ça il y aura quoi, et donc avant ça qu'est-ce que ce sera, et donc avant ça qu'est-ce que ce sera. Tu as un peu les premières pierres, et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à me dire
en fait, on commence tous quelque part. Il y a pas de, ça peut pas être trop petit. En fait, il faut juste poser une pierre, puis une autre, et ne pas oublier en effet de rêver grand. Encore une question, alors celle-là, elle me plaît bien et je pense qu'elle va te plaire aussi. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Écoute, ça va rejoindre ce qu'on s'est un peu dit par rapport. Il y en a deux. Mais en tout cas, la première par rapport à ce qu'on s'est dit par rapport à la famille, c'est que pour moi, le respect ne se doit pas, il s'acquiert. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens pour qui non, le respect c'est dû, parce que quelqu'un est plus âgé, on lui doit le respect, etc. Bah pour moi, non, en fait. Et j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, mais en fait, pour moi, l'autorité, c'est aussi une construction sociale. Il y a une société qui va dire cette personne-là, tu dois lui obéir parce que c'est ton supérieur, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère. Et donc, bah, pour moi, non, en fait, c'est tant que tu m'as pas prouvé que je devais te faire confiance et que je pouvais, voilà, bah, que je pouvais te faire confiance et donc que je te respectais, c'est pas inné. Donc après, il y a respect et respect, tu vois. Je vais pas manquer de respect d'office à quelqu'un, mais je vais pas lui octroyer mon obéissance si je ne pense pas qu'il la mérite ou donner ma confiance totalement. Donc je dirais ça. Et la deuxième, et ça, je sais qu'on en parle parfois avec mon copain qui n'est pas d'accord avec moi, mais pour moi, le jugement, on peut vraiment s'en passer. Et lui, il me dit: «Mais non, c'est inhérent à l'être humain, c'est normal, tout le monde juge». Bah, il y a là aussi, il y a juger et juger. Moi, je trouve qu'on juge vraiment trop, en fait. Et c'est vrai que j'ai vraiment réalisé que le jugement en disait plus long sur nous-mêmes que sur la personne en face de nous. C'est-à-dire quand on va juger quelqu'un, c'est avec notre propre croyance, avec notre propre interprétation. Il y a quelqu'un qui va juger une personne, je sais pas, beaucoup trop libre ou beaucoup trop, voilà, en effet, un peu folle, je ne sais pas, et quelqu'un d'autre qui va la juger juste très inspirante. Et en fait, voilà, réaliser que tout ça, c'est très subjectif et que c'est souvent aussi des constructions sociales. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, quand on va me faire des commentaires: «Ah, tu trouves que cette personne est quand même vachement comme ci, comme ça», direct, tu vois, ça s'allume en mode: «Écoute, ça, c'est un jugement. Tu as ton avis, c'est bien, mais en fait, qui suis-je pour juger?» Et c'est vrai que maintenant, j'essaie vraiment d'avoir plus de tolérance par rapport à ça, et même pour beaucoup de choses qui me déplaisent, en fait, je ne juge pas parce que en fait, ça ne sert à rien et que je suis personne pour juger. Parce que si on juge, on part du principe qu'il y a une vérité à laquelle se rapporter. Tu vois, si on part du principe qu'une personne est trop ou pas assez, c'est par rapport à un milieu, mais qui l'a défini en fait? Donc voilà, c'est mes deux petites croyances controversées. Écoute, j'adore, je trouve ça génial et ce que tu dis, ça me fait juste penser à quelque chose que moi j'ai eu une réalisation, il y a pas très, très longtemps. J'ai réalisé qu'en fait, souvent les gens qui jugent le plus, je sais pas si tu es d'accord, c'est les personnes qui se comparent le plus. Ouais. Parce qu'en fait, tu mets tout, si tu veux, dans un cadre avec des règles, avec des normes. Tout est normé, tu vois? Mais à partir du moment où en fait, tu enlèves les normes et tu te dis: «Bah non, en fait, peut-être que ça c'est bien». Je veux pas dire que tout est relatif dans la vie, mais en fait, un peu moins de jugement permet aussi, et peut-être que ça incitera les gens à moins juger les autres, Mmh. à moins se comparer et donc aussi à moins souffrir, quoi. Ouais, mais j'en parle dans mon livre. Je dis qu'à partir du moment où on arrête de se juger soi-même, on arrête de juger les autres. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Quand me suis détachée justement de ça, de mon apparence, du regard des autres, etc., que donc j'ai arrêté de me juger et de me comparer, et bien j'ai arrêté de juger les autres. Mmh. C'est vraiment un effet miroir assez positif. Bon, bah, j'espère que dans ton livre, on pourra suivre, si on lit ton livre, on pourra suivre la même voie que toi. Dernière question, un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué? Alors, tu m'en as parlé un petit peu, mais peut-être un autre livre qui t'aurait Mhm. particulièrement marqué et que tu pourrais partager avec nous. C'est vrai que Mindset, c'est un des livres qui m'a le plus marqué. Je crois que sinon, je citerais Comment se faire des amis de Dan Carnegie. Qui a un titre donc horrible en C'est clair et clair. en anglais pour le coup, hein, Oui, How to horrible. Win Friends and Influence People, qui en fait est juste un livre sur la nature humaine que j'ai trouvé très, bah, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et voilà, il y a peu de livres comme ça que je relis et Puis il est trop que je court en recommande. plus. Et en plus, il est assez court, c'est Ouais. clair, et il a été écrit début du XXe siècle, hein, Ouais, ouais. donc Bah, du coup, d'ailleurs, il y a il n'a deux, pas trois vieilli, hein. anachronismes. Enfin, je veux dire, niveau Oui. condition de la femme et tout, tu sens que c'était pas la même époque, hein, quand Non, même. tu sens que c'est pas la même époque, mais c'est vrai que beaucoup de conseils prodigués Ouais, dedans restent vrais, et c'est vrai que c'est un livre que je recommande autour de moi parce qu'il aide beaucoup, c'est clair. et voilà, il aide à, tu vois, que ce soit dans la négociation, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit même par rapport à soi-même, il donne pas mal de billes. Louise, merci pour ton temps. Si on veut te retrouver, si on veut te suivre, parce qu'on ne le fait pas encore, où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Écoute, bah, du coup, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Instagram, c'est My Better Self. Mon podcast s'appelle In Power.
comme Au pouvoir. Ma marque de sous-vêtements, c'est Je ne sais quoi. Et puis, donc, mon livre qui sort le 15 mars, normalement dans toutes les librairies. C'est ça, j'allais te demander où est-ce qu'on peut le trouver quand même. Ouais, Donc, du coup, il va être. Bon, tu vas le publier aussi sur tes réseaux, donc j'imagine qu'on pourra le trouver si on te suit. Mais il va y avoir un site. Comment ça va se passer? Eh bien, écoute, pour l'instant, non, c'est juste la Fnac, Ok. Amazon, mais surtout les Juste. librairies indépendantes. Voilà, que n'hésitez pas à soutenir vos librairies de quartier. Normalement, il sera dans à peu près toutes les librairies. Sinon, en fait, ce qui est cool aujourd'hui, et ce qui, à mon avis, permet de pas mal aussi faire revivre les librairies, c'est qu'on peut aller la voir, lui demander est-ce que vous auriez ce livre? Non, bon, je le commande. Ouais, et bien sûr. voilà, vous soutenez en plus les commerces de proximité. Bravo. Et ben Louise, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Pauline.